CD numéro 6 sur les évocations théurgiques. Alors maintenant, on va voir l'oratoire, le fameux oratoire des évocations, parce que c'est là-dedans que tout va se passer. Et si vous construisez votre oratoire de manière efficace, avec des lois d'écho, comme nous allons le voir, vous allez aider la manifestation spirituelle à se densifier, à se multiplier par elle-même. En plus, cet oratoire des évocations va être une véritable forteresse, ça va être un feu, ça va dégager un feu de par sa structure, qui va brûler toutes les petites entités, toutes les petites choses négatives, toutes les larves qui voudraient venir s'interposer pendant cette opération. Alors, on peut considérer que dans un oratoire classique, nous avons 7 points. Oratoire classique, donc souvent c'est une pièce carrée. Alors comme on le disait, il vaut mieux consacrer une pièce à cet usage. Si un oratoire classique peut être une chambre, peut-être une bibliothèque ou un bureau, là on va avoir besoin d'autre chose. Donc un oratoire classique, c'est une pièce carrée. En général, c'est une pièce qui peut être fermée ou bien avec une fenêtre. L'oratoire classique peut être meublé. Par exemple, ça peut être un bureau. On peut disposer également un autel, donc une table où on va poser nos différents éléments pour faire notre travail spirituel. Dans un oratoire classique, souvent on a des murs clairs ou foncés, avec du papier ou de la peinture dessus. Un oratoire classique, ça peut se situer dans une maison ou dans un immeuble. Ça peut être en ville. Et dans un oratoire classique, vous pouvez avoir de l'électricité. Alors si je vous dis tout ça, c'est parce que... donc un oratoire classique, c'est une pièce dans votre appartement qui sert à prier, qui sert à faire certaines choses. Par contre, l'oratoire des évocations va être spécifique de l'évocation. Cette pièce peut servir peut-être à autre chose, mais si vous faites de l'évocation, vous allez avoir une telle irradiation dans cet oratoire que c'est une pièce qui doit se trouver fermée. C'est une pièce dans laquelle le profane, c'est-à-dire les autres personnes, ne doivent pas avoir accès. Donc évitez la salle à manger, évitez le salon, évitez la cuisine, etc. Alors, il faudra une géométrie spécifique, donc une géométrie à écho. Il va falloir modifier la pièce. Nous allons le voir dans quelques instants. Dans un oratoire d'évocation, vous allez avoir une ouverture, donc une fenêtre côté sud. Alors, ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est les techniques, la meilleure façon de s'y prendre. Après, il faut adapter en fonction de ce dont vous disposez. Donc surtout, adaptation. Mais l'oratoire spécifique, en fait, on pourrait presque dire que l'oratoire spécifique va être construit à cet usage. Alors, il faut une ouverture au sud, une fenêtre, ou une baie vitrée, ou autre chose. Dans un oratoire d'évocation, vous n'avez pas de meubles. Évitez les meubles. Parce que ça va freiner ce qui va se produire dans ce lieu. Alors, les murs peuvent être peints selon leur orientation cardinale. On le verra après également. Il est préférable d'avoir l'oratoire d'évocation dans une maison. Mais alors là, vous risquez d'avoir le même problème que Laurent ou que d'autres. C'est-à-dire que vous faites brûler la télévision, vous faites cramer le magnétoscope, les ordinateurs tombent en panne, etc. Donc, ça peut être dans une maison ou ça peut être une construction spéciale isolée à l'extérieur de la maison. Très souvent, le laboratoire de l'alchimiste ou le laboratoire du scientifique n'est pas dans la maison même, il va se trouver au fond du jardin. Bon, à l'extérieur, pour des raisons de sécurité. Donc, ça peut être une construction spéciale. Ce sera fait de préférence à la campagne mieux qu'en ville, parce qu'en ville on a les bruits, on a le métro, on a tout un tas de pollution, donc on va avoir une préférence pour la campagne. Il va falloir dans l'oratoire des évocations éviter les câblages électriques,
qui pourraient perturber les forces qui vont descendre. Alors comme je vous décris l'oratoire idéal. C'est ce qu'on va avoir dans le poly. Oui, dans le poly, vous l'avez. Alors, on va faire un petit historique et on va s'apercevoir. Alors, l'oratoire sera un lieu qui sera de préférence hexagonal, donc à 6 côtés, ou octogonal, pièce à 8 côtés. Donc là, il va falloir, si vous avez une pièce carrée dans votre maison, il va falloir acheter du contreplaqué et commencer par en faire un octogone. On s'aperçoit, sur le plan historique, que cette idée d'oratoire octogonal, nous ne l'avons pas inventée, ça existe depuis de nombreux siècles. Et ça nous vient des courants du Moyen-Orient. Alors, je vais vous donner là, je vais vous passer quelques photos d'un oratoire octogonal. Et là, chose extraordinaire et très curieuse, on se retrouve en plein Jérusalem. Puis nous, en habitant en France, on y est dans un octogone, dans un... Oui, symbolique, virtuel. Alors là, ce que je vous fais voir, c'est, je ne vous dis pas de bêtises, voilà, c'est le dôme du rocher à Jérusalem, de forme octogonale, érigé de 687 à 692. Donc ça veut dire que la technique de l'octogone est connue depuis très très longtemps. Alors, ce dôme du rocher a été érigé à un emplacement tellurique choisi, parce que évidemment, je ne veux pas rajouter une contrainte supplémentaire, mais c'est vrai qu'un octogone sur un puits tellurique, c'est encore mieux qu'un octogone au fond du jardin. Et bon, après, on arrive dans des impossibilités de travail individuel, parce que il faut être une religion, il faut avoir des moyens extraordinaires pour monter un vrai octogone sur un point tellurique. On ne va pas faire de cathédrale. Alors, cet octogone, lui, a été créé à l'emplacement du temple de Salomon, déjà. Sur le site où le Christ a prêché, deuxième point. Et au point précis où Mohammed s'est élevé dans le ciel. Donc, on a une conjonction de plusieurs courants religieux. Comment ? Oui, bien sûr. Alors, cet octogone fait 54 mètres de diamètre. C'est l'octogone idéal. Et la coupole culmine à 36 mètres de hauteur. Alors tiens, on retrouve encore le 36. Alors maintenant, on va voir le plan intérieur du dôme du rocher. Donc voilà le plan. C'est tout ça qui va nous intéresser. Donc, il y a le fameux rocher à l'intérieur. Et vous avez l'octogone. On pourrait presque dire avec le cercle, les points de force que nous allons étudier tout à l'heure, et un triple, je dirais presque un double octogone et un cercle à l'intérieur. Donc ça a été quand même construit pour une utilisation théurgique de haut niveau. Mais ça, c'est de la théurgie religieuse, avec des moyens, avec des capacités. Alors, on peut se poser également la question, parce que l'octogone a été beaucoup utilisé par les musulmans, si une part de leur puissance magique ne vient pas du fameux rituel des évocations que nous allons voir. Parce qu'on s'aperçoit que les musulmans travaillent beaucoup avec la lune. En plus que vous avez une petite lune, voilà, au-dessus du... Ah non, c'est un petit cercle. Bon. Ils travaillent beaucoup avec la lune, et ils travaillent beaucoup avec l'octogone. On va voir ensuite des mosquées octogonales. On a nous également des chapelles d'ancienne chevalerie qui sont octogonales. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que ça va dégager des lois d'écho qui vont permettre une multiplication des forces en présence. On peut faire un rapprochement avec le cristal quand on fait un exercice. Oui, hexagonal, tout à fait. Ou, pourquoi pas, un cristal octogonal. Il y a une multiplication. Alors maintenant, je vais vous faire voir la coupole de la grande mosquée de Cordoue.
ça, les écritures. Ah, sinon, on voit les écritures. Donc, ça, c'est la coupole de la grande mosquée de Cordoue. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit un double carré entrelacé qui forme, bien entendu, un octogone. Alors, on nous dit là dans la petite, le petit texte, la coupole principale précédant le mihrab de la grande mosquée de Cordoue joue des structures géométriques arabes, donc classiques, et de l'ornementation d'or et des mosaïques, etc., venues de Constantinople. Alors, le système d'arcs entrecroisés se fonde sur le traditionnel schéma des deux carrés décalés de 45 degrés l'un par rapport à l'autre. Donc c'est un schéma traditionnel architectural de l'époque et de l'endroit, du Moyen-Orient. Alors notons aussi, pour la petite histoire, que la coupole principale donc, de la grande mosquée de Cordoue, héritière du savoir de la tribu des Omeyyades de Damas, et cette fameuse tribu des Omeyyades, une partie de cette tribu est venue vivre en Espagne. Et en Espagne, on a le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Donc il y a eu des croisements, je dirais, sur le plan des architectures, sur le plan des techniques ésotérisme, entre Saint-Jacques de Compostelle, donc l'étoile dont on parlait hier, les Omeyyades, la grande mosquée de Cordoue, etc., etc. Alors cette mosquée a été mise en chantier en 785. Et elle a été complètement terminée 2 siècles plus tard. Oui. En fait, elle s'appelle la mosquée cathédrale de Cordoue. Parce qu'il y a les deux traditions, les byzantines aussi. Ouais. Ah ouais. Donc on retrouve le système de l'octogone. Alors tout à l'heure, alors ça c'est une des deux coupoles. On a une autre coupole. On voit encore mieux. Et tout à l'heure on y juxtaposera un schéma. Voilà. Donc là on voit bien les entrelacs qui sont dans les schémas qu'on va faire et dans le schéma que vous avez peut-être sur la documentation sur le stage. Eh bien, on a les lignes de force correspondant à l'octogone. Donc, historiquement, c'est ancien. Alors, le principe, c'est le principe de la loi de miroir, c'est le principe de l'écho. En ce sens que un octogone, comme on l'a vu sur le schéma juste avant, c'est 2 carrés qui sont entrelacés. Alors, le carré est symbolique de la matière. Le double carré, c'est la matière qui se mire en elle-même. Donc, elle ne devient plus fixe et symbolique, mais elle devient opérative. Donc, le double carré, c'est la matière qui se reflète par rapport à elle-même. Donc, la meilleure construction pour un oratoire des évocations, ou pour un oratoire d'autre chose, bien entendu, eh bien, ce sera une construction octogonale à 8 côtés, pour que la matière puisse s'y mirer par elle-même. Hein? On a vu hier également que le cône qui apparaissait se reflète en lui-même pour créer un double cône. Ça, c'est sur le plan spirituel. Donc les 2 triangles entrelacés. Ici, c'est sur le plan de la matière. On a le carré de la matière qui se reflète sur lui-même et qui nous donne le double carré. Donc, l'aspect hexagonal à 6 côtés, un oratoire à 6 côtés serait plus de nature spirituelle et un oratoire octogonal plus pour une concentration matérielle des forces. Or, une évocation, c'est une densification matérielle des forces appelées. Le triangle, donc, est de nature spirituelle, le carré de nature plus matérielle, et quand on les double, eh ben, on a des lois d'écho qui apparaissent. Oui. La densification qu'on réalise. Oui. Donc, puisqu'il est là. La densification qu'on désire réaliser. Oui, mais qu'on réalise. Oui. Et qu'est-ce qu'on en fait après? Quand elle est là, qu'est-ce qu'on en fait? On va voir ça à la fin. Parce que déjà, ça va être très difficile de faire venir les dieux dans une pièce de la matière. Ça va être très difficile. Parce que c'est pas leur nature. Leur nature, elle est de rester en haut. Oui, question aussi. J'ai posé la question, si par exemple on fait faire un élévateur comme ça,
mais en quelque sorte pas fermé et ouvert. Et je me suis posé déjà la question si on pouvait faire ça à l'extérieur, Oui. dans un champ comme on sent que c'est longtemps, et en faisant par exemple avec une ficelle, avec une espèce de pyramide. Avec le cadre uniquement les angles. Ça. Oui, mais sans fermer, c'est simplement une corde, et dans sa visualisation personnelle, c'est ça l'octogone. Oui, alors c'est ce que disait le monsieur tout à l'heure. On est dans le mental. On n'est plus dans le physique là. Non, Parce que si on visualise, on met une corde, bien sûr, parce que si on veut faire ce genre de manipulation à l'extérieur, on va avoir un problème. Surtout dans une forêt, on va pas venir avec les gens qui vont porter les panneaux, les menuisiers qui vont tout monter, on fait son évocation, puis après on démonte tout, on s'en va. Donc, en forêt, dans un champ, on va plutôt avoir tendance à tracer l'octogone avec une corde. Mais à ce moment-là, on n'aura pas les lois d'écho physiques. Parce que les murs octogonaux vont nous permettre, quand on va se placer sur un point de l'octogone, et quand on va pousser notre incantation, d'avoir un écho audible, et d'avoir une bien meilleure pénétration du verbe dans l'astral. Et ce qui va permettre la multiplication après des énergies. Donc, c'est vrai que si on ne peut pas construire ça chez soi et qu'on a quand même envie de faire un travail en forêt ou sur un lieu particulier, on va tracer son octogone comme on peut, on va adapter cette technique, mais ce ne sera pas l'octogone construit selon les règles. Mais, comme on disait tout à l'heure également, si vous attendez d'être prêt pour faire quelque chose, vous ne ferez jamais rien. Et si vous le faites trop tôt, vous risquez de vous brûler. C'est-à-dire que pour lancer une opération spirituelle ou théurgique, vous avez certaines personnes qui vont se précipiter, automatiquement ils vont se brûler parce qu'ils n'auront pas la maturité pour le faire, et vous avez ceux qui attendent d'être mûrs pour le faire, pendant des années, et ils ne feront jamais rien. Donc entre les deux encore, la loi de l'équilibre, il faut, au moment où on le ressent le mieux, le faire en sachant que avant l'heure, c'est pas l'heure, et après l'heure, c'est trop tard. Ça, c'est une réponse de Normand. Alors, Jacques, oui. Les sweat lodge, avec la civilisation indienne, elle est construite sur Voilà. armature. Les armatures donc des sweat lodges indiennes sont basées sur le même principe de l'octogone. Le schéma de c'est la pièce. Là, c'est pas moi qui l'ai fait, ça c'est la photo. Je comprends même, c'est la pièce. Il n'y a pas le siècle, il n'y a pas l'hôtel. Ça, c'est le toit de cette pièce. On va voir les détails de l'oratoire bientôt. Oui. Est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, dehors, l'oratoire avec 8 panneaux? 8 panneaux, par exemple? Oui. Mais il n'y a pas de jardin. Oui, cabane de jardin. Voilà, on va essayer d'adapter. Oui. Sans toit, hein? Oui. Alors, Oui, il faut un porte-voix, un peu qu'on t'entende. sans toit. Alors le problème, s'il n'y a pas de toit, c'est que quand il va pleuvoir, vous risquez de salir votre oratoire. Le charbon va s'imprégner d'eau et va se répandre partout. Donc, alors, les 8 pans de mur. Donc vous avez un oratoire octogonal. On va reprendre notre plan. Et vous allez avoir 8 pans de mur. Dans une certaine tradition, nous allons peindre ces 8 pans de mur des 8 couleurs de l'arc-en-ciel, enfin des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, plus une, plus la couleur transparente. Donc, au nord ou au nord-ouest, vous auriez le blanc, l'éther, la couleur invisible, et ensuite, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, vous avez le rouge, donc vous peignez le deuxième panneau rouge, le troisième panneau orange, jaune, vert, bleu, indigo, donc bleu foncé, et violet. Et là, vous avez l'intégrale de toutes les puissances qui peuvent venir, enfin la couleur de toutes les puissances qui peuvent venir se manifester dans l'oratoire.
Alors vous avez une autre technique qui consiste à peindre les murs en blanc, à placer avec du velcro, à placer un velcro en haut des 8 panneaux, et à pouvoir attacher de cette manière-là des tentures, des rideaux, de la couleur de ce que vous allez réaliser. Si vous n'avez pas de couleur précise, laissez du blanc ou faites les 8 couleurs. De cette manière-là, vous ne ferez pas d'erreur. Alors, le toit idéal maintenant. Alors bon, première possibilité, absence de toit. Parce qu'on va voir qu'il faut une ouverture. Parce qu'il va falloir que la lumière rentre à l'intérieur. Alors, vous pouvez avoir un toit pointu. Le toit pointu sera mieux qu'un toit plat. Donc un toit pointu comme une pyramide octogonale. Il est préférable d'avoir un toit transparent mieux qu'un toit opaque. Alors si le toit est transparent, c'est une chose. Si votre toit n'est pas transparent, vous devrez avoir une fenêtre qui s'ouvre côté sud. Oui. Pas forcément tous les détails. Une partie, oui. L'électricité ne fonctionne pas, non? Il n'y a pas d'électricité dans l'oratoire. Vous avez le droit de vous éclairer à la bougie. Et encore. C'est pour ça qu'on a un truc transparent. Hein. Oui, la lumière passe. Vous êtes en train de reconstituer une petite cathédrale, hein, Oui, oui. avec les vitraux. Parce que, c'est le troisième point, peut être intéressant de teinter le toit transparent avec des couleurs de vitrail. Les couleurs des côtés aussi. Oui, avec les 8 couleurs des 8 côtés. Puisque vous avez un toit à 8 côtés. Bon, alors ça, c'est l'idéal. Vous êtes bricoleur, vous serez adapté. Alors, les dimensions. Eh bien, vous pouvez inscrire votre octogone dans un cercle de 6 mètres ou dans un cercle de 8 mètres de diamètre. Plus il est grand, mieux c'est, bien entendu. Et déjà, 8 mètres de diamètre, ça fait un bon octogone. Alors, par contre, attention. Comment? Les 8 mètres intérieurs. Inscrit, non, le cercle externe. Mais bon, si vous faites 7 mètres 50, c'est très bien. C'est pas une dimension symbolique. Bon, j'aime bien le 8, alors j'ai mis 8. Mais on peut faire 7,5, 9. Plus l'oratoire va être grand, plus vous allez avoir de loi d'écho. Par contre, il y a une chose très importante, c'est que votre octogone doit être le plus parfait possible sur le plan géométrique. Ne faites pas un octogone avec des panneaux qui font, 3 mètres, puis le dernier panneau où vous avez mal fait votre truc et vous vous trouvez qu'un panneau qui fait 2 mètres. Ben là, vous n'aurez pas les lois d'écho. Vous aurez un problème. Donc, il s'agit que la géométrie de l'octogone soit la mieux respectée possible. Alors, on a vu les murs, on a vu le toit, il reste le sol. Le sol. Alors le sol, bon, si vous avez une cheminée tellurique dans votre jardin, bah, c'est très bien. Sinon, vous allez au moins tracer sur le sol, on l'avait vu dans un stage, les lignes de force de l'octogone. Alors, vous n'avez... Bon, si vous avez un schéma qui résume tout dans le fascicule, quoique non. Si, vous avez le schéma qui résume tout. Enfin, vous pouvez éventuellement voir un petit peu comment fonctionnent ces lignes de force. On va entourer ça comme ça. Voilà. Ce seront les lignes de conduction de notre octogone. Et les croisements de ces lignes de force seront les chakras de l'octogone. Parce qu'en fait, on va faire on pourrait dire presque un bio-oratoire, un oratoire vivant. Parce que dans votre oratoire, quand vous allez commencer à y travailler, même si vous ne faites pas une évocation, mais simplement, par exemple, comme dans le livre Le rituel des 4 éthers, où vous allez faire une petite prière à un nombre particulier, etc., et bien vous allez commencer à rendre ce lieu vivant. Et lui, il va se
multiplié. Donc il aura ses chakras. Et ces chakras sont les croisements des principales lignes de force, les croisements principaux, c'est-à-dire ici, ici, ici. Vous avez un petit octogone interne avec des chakras, des lignes, les plexus énergétiques. Donc, dans les lignes de force, c'est simple. On va commencer par rejoindre une pointe, toutes les pointes opposées les unes aux autres. Donc, cette pointe-là rejoint cette pointe-ci. Donc, les pointes opposées se rejoignent. Et ensuite, de chaque pointe opposée, on va tracer les deux lignes de chaque côté de la ligne principale de force, qui vont rejoindre, donc par rapport à cette ligne de force, le point qui va être juste à droite et le point qui va être juste à gauche. Et on s'arrête là, parce que vous allez me dire, oui, mais dans ce cas-là, pourquoi pas rejoindre, pourquoi ne pas faire un trait entre une pointe, cette pointe-ci, et celle-ci? Après, on va compliquer la figure inutilement avec des lignes secondaires. Ce qu'on veut, c'est les principales lignes de force. Alors, notre tracé, donc ça, c'est le tracé minimum. Alors, tracer ça... alors, également, le sol de votre octogone sera de préférence fait avec une matière non isolante. Donc, évitez le béton, ça peut être du carrelage, ça peut être du parquet, ça peut être de la brique, ça peut être des pavés. Et on va quand même essayer de faire un octogone le plus naturel possible. Alors, vous pouvez maintenant peindre l'intérieur de votre octogone, évidemment, selon les règles du 36. Alors déjà, que l'on peut peut-être voir, on regardera tout à l'heure. Non, on regardera tout à l'heure. Voilà une peinture de l'octogone, selon les 36 arches de l'Alliance, qui sont les cousins des cercles et des anneaux que nous avons vus hier. Donc il n'y a pas de faute de goût entre peindre son octogone de cette manière-là et travailler sur les 7 archanges principaux qu'on a vus. Alors si je crois que dans le fascicule, je ne suis pas du tout sûr de vous avoir mis les couleurs. Si jamais les couleurs n'y étaient pas et que vous aviez du mal à les retrouver, vous me téléphonez et puis je vous enverrai le complément. Parce que je l'ai moi sur mon fascicule d'animateur, mais vous, je pense que vous l'avez en noir et blanc. Mais vous devriez être capable de retrouver les couleurs quand même. Parce qu'il faut toujours un petit peu réfléchir. Alors, ces couleurs, on peut en plus, bien entendu, y placer les fameux nombres, les fameux 36 nombres. Et là, on complète notre octogone de cette manière-là. Alors donc ça, vous l'avez dans le fascicule en noir et blanc. Alors pourquoi c'est comme ça? Eh bien ça, c'est toute la thèse des 36 rituels de l'Arche. Vous avez les 5, en fait vous avez les éthers, 5, 14, 23, 32, qui sont au centre, qui sont rouges. En fait vous avez l'éther en rouge, le symbole du feu en orange, l'eau en vert, c'est les pointes vertes de notre octogone, le jaune, ça correspond à l'air, et le bleu correspond à la terre, avec les nombres qui y correspondent. Si vous en éprouvez le désir, vous pouvez peindre le sol de votre octogone de cette manière. Si vous pensez que non, tracez simplement les lignes de force que nous avons vues tout à l'heure. Mais minimum, c'est les lignes de force. Je ne peux pas commencer de
Alors, il y a une photocopie noir et blanc dans le fascicule. Par contre, si vous voulez la couleur, vous nous téléphonerez pour que je vous l'envoie. Par téléphone, vous avez la couleur de téléphone. Voilà, je les enverrai. Comment? Tu peux pas envoyer directement avec nous. Ouais, ce serait une idée aussi. Il faudra juste me le rappeler. Ou qu'au moins l'un d'entre vous me dise. Oui, Est-ce qu'on peut le tracer sur les tissus si vous n'avez pas les marqueurs? oui. Alors de préférence, à ce moment-là, avec du tissu non synthétique. Un tapis en coton, un tapis en lin, évidemment, vous pouvez c'est plus pratique hein, de le dessiner sur un tapis et puis de le rouler. Alors, c'est pour ça quand vous allez mettre votre charbon de bois, bon, faites attention de ne pas laisser de marque sur votre tapis. Alors, les fameuses lignes de force dont je vous parlais, les fameux chakras, ils sont là. Hein. Hop. Vous avez 8 lignes de force. Alors, le cercle, si vous tracez un cercle, si vous voulez vraiment aller loin dans l'évocation, vous tracez un cercle à l'extérieur de ces 8 points de force. Parce que, au cours de l'évocation, vous allez devoir vous mettre sur l'un de ces points de force pour émettre les sons nécessaires. Alors, vous avez donc 8 échos. Vous avez donc 8 plexus. Parmi ces 8 plexus, il y en a un qui fonctionne mieux que les autres. Pour le repérer, ce sera assez simple. Vous vous placez sur l'un des points et vous allez commencer à faire votre mantra, ou alors vous faites ah, et vous voyez s'il y a un écho. Vous entendez s'il y a un écho. Et vous prenez le deuxième, le troisième, etc. Et vous repérez le point par lequel vous allez passer votre force. Le point d'écho, qui va servir de point pour amorcer la descente, et après on s'orientera nord-sud. Oui. Il faudra aussi tourner sur soi-même, faire un chakra. Oui. Trouver la meilleure direction. La meilleure direction, oui. Tout à fait. Déjà, ça va être difficile de le construire. Par contre, ça, c'est le véritable oratoire. Alors, c'est vrai, quand vous allez chercher l'écho, vous allez également chercher la meilleure direction pour avoir l'écho. Plus votre oratoire sera grand, plus la loi d'écho sera importante. Donc, c'est pour ça, si vous faites un oratoire dans une pièce qui fait 2 mètres sur 2 mètres, ne faites pas un octogone, inutile. Vaut mieux aller à ce moment-là, comme disait notre ami tout à l'heure, aller en forêt et tracer l'octogone avec une ficelle par terre. Parce que sinon, 2 mètres sur 2 mètres, on ne peut pas faire une évocation dans ces conditions. Des questions sur l'oratoire? Oui. Je suppose qu'il y a un certain temps d'utilisation de cet oratoire, de la saturation, et si un jour on va quitter l'appartement ou la maison, est-ce qu'il va il y aura des difficultés? Oui. Certainement. Oui, toutes les maisons d'alchimistes sont des maisons pathogènes. Parce que la force spirituelle qui s'y développe est trop importante. Il y a des hauts lieux spirituels sur lesquels nous ne pouvons pas rester très longtemps parce que nous ne sommes pas capables d'encaisser ces énergies. Donc là, dans votre oratoire, vous allez déclencher des énergies qui sont beaucoup plus puissantes que simplement dans le rituel du 36. Si vous faites le rituel du 36 dans un oratoire de cette nature, ça va en multiplier les effets, bien entendu. Donc ça, c'est un multiplicateur d'effets. Ça va se mettre à rayonner, à pulser. C'est un bio-oratoire, un oratoire vivant. Et quand vous allez déménager, il va falloir faire d'autres travaux pour fermer l'oratoire. C'est-à-dire dire à tout le monde que maintenant l'oratoire est fermé. Vous fermez les plans. De toute façon, il sera opérationnel tout le temps. Ah bah là, il sera opérationnel tout le temps. Il sera opérationnel de plus en plus. À la limite, vous aurez ce sera presque une prière perpétuelle. Parce qu'après les champs de force, ils sont On amplifie les champs de force. Alors on peut même s'amuser à tracer, à dessiner ce genre de choses sur un pentacle, dans une petite construction. Vous avez les champs de force modèle réduit.
Il peut être utilisé aussi pour pas mal de travaux, je pense. Bien sûr. Sans faire d'invocation. Tout à fait, tout à fait. Si vous avez trouvé votre point de force, bon, et que vous voulez exorciser une personne, la débarrasser de ses larves, de tout son karma négatif, etc., etc., et bien à ce moment-là, vous allez la placer sur le point de force de l'oratoire, et vous allez faire votre rituel autour. Vous allez multiplier votre puissance personnelle avec cette technique. Donc si vous avez une puissance 2, énergétique personnelle, par la respiration ou par votre nature, eh bien, si vous pratiquez le même rituel dans cet oratoire, vous multipliez votre force par 10. Même sans rituel, rationnel, je pense. Oui, voilà, oui, tout à fait. Il n'y a pas besoin forcément de faire un rituel. Mais c'est quand même une machine qui va fonctionner avec les sons. C'est une machine spirituelle. Je pensais que c'était seulement l'opérateur que tu es en train de voir. Alors, bon, oui. Si on fait de la théurgie et de l'évocation, mieux que ce soit l'opérateur seul qui entre dedans. Par contre, si on s'en sert pour des travaux de moindre importance, on peut un jour faire entrer quelqu'un. Vous pouvez presque, si vous avez un cabinet de thérapie, une pièce suffisamment grande, cette pièce, vous en faites un octogone en repérant les points de force au sol, sur la moquette, même si vous n'avez pas, si c'est pas l'oratoire des évocations. Vous en faites un octogone, vous repérez le point de force sur lequel vous avez l'écho, et là vous placez votre patient à cet endroit. À la limite, il va se recharger. Sans les couleurs. Vous avez une pièce octogonale, bon, décorée comme un cabinet normal, qui ressemble à une pièce. Et bien la chaise, le tabouret du patient, vous le mettez sur le point de force. Et à la limite, vous pouvez même, si votre lieu est actif, laisser votre patient sur ce point de force, le laisser assis pendant un quart d'heure, vous sortez, il va s'être, ouais, une petite musique, etc. Il va s'être rechargé, il va s'être débarrassé de par la pièce, de par ce qui se passe, de par le lieu. Et là, c'est la thérapie du paresseux, mais efficace. Vas-y, Vincent. C'est plus puissant. Physiquement, si ce n'est pas présent physiquement. C'est plus puissant. C'est une machine qui augmente la puissance. Je voudrais savoir, est-ce que Oui. quelque part on a affaire à une personne qui est bien malade, Oui. est-ce qu'il ne risque pas d'avoir des accidents? Alors, faut pas forcément. Il faut savoir doser la force. Tu emmènes ton malade sur ce lieu, ça dépend à quel degré de. Oui. Alors attention. Voilà. Attention. Si c'est un oratoire dans lequel vous pratiquez vos propres évocations ou invocations, à ce moment-là, c'est une pièce de travail personnelle. C'est une pièce initiatique. Personne ne doit y rentrer, sauf exception, quelqu'un qui est de même nature que vous. Dans le cas d'un cabinet de thérapie, à ce moment-là, on fabrique, pourquoi pas un deuxième octogone, mais pour la thérapie. Ok? Mais vous ne mélangez pas, voilà, c'est important de poser la question, vous ne mélangez pas vos opérations personnelles et puis les patients qui ont besoin d'une petite recharge, parce que vous allez les choquer automatiquement. Si vous pratiquez là-dedans de manière assez puissante, vous serez peut-être capable de supporter les forces, parce que c'est vous qui allez les déclencher. Donc vous déclenchez les choses de votre nature, vous les supportez, vous amplifiez votre rayonnement. Si vous faites rentrer quelqu'un non préparé, vous allez le choquer. Il va y avoir un choc énergétique, et là il peut après avoir un accident, tomber malade, se coincer quelque chose ou autre. Donc il faut y aller. Oui. Ceux qui, imagine que ce soit dans un appartement, ceux qui sont au-dessus de l'octogone, c'est-à-dire les tâches bien ceux qui sont de tâches inférieures, peuvent sentir des agréments. Bah oui. Évidemment, si vous avez, tout à fait, il faut éviter de faire ça. Éviter de faire ça dans un immeuble. Éviter de faire ça dans un immeuble. Parce que là,
Eh ben, vous allez tout simplement brûler tous les gens qui vont être au-dessus, puis tous les gens qui vont être en dessous. Vous créez un cône. Alors, soit ça se déclenche pas parce que les autres perturbent, parce que les autres sont négatifs, et l'esprit appelé n'a pas l'envie de descendre dans une poubelle énergétique, donc il vient pas, il se passe rien. Ou alors, qui semble logique également, ben, vous allez vous développer des puissances, puis les voisins vont déménager. Vous allez vider progressivement l'immeuble. On achète à la prise. Alors, bonne opération immobilière. Ça peut même tuer. Vous rachetez tout à bas prix. Ça peut même tuer. S'il y a une personne par exemple qui fait le mal, et après ainsi, c'est qu'on ne comprend pas, ça peut tuer la personne. Ah bah, faut pas faire le mal. Non, mais c'est Non, mais le mal. c'est- C'est le mal. Oui. C'est le problème. Mais c'est pas ton problème, là, Ouais, c'est le sien, là. ça peut tuer la personne. Ah, c'est ça, tu peux rien. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il n'y a pas de bien ni de mal, de toute façon. Donc, dès l'instant où vous développez une puissance importante, évidemment, vos ennemis vont en pâtir. Mais attention, ça c'est un outil de théurgie, donc il faut quand même avoir l'esprit, surtout particulièrement clair. N'utilisez jamais ça pour faire des magies un peu bizarres, parce que là, ça va vous brûler. Donc, ne mélangez pas les courants. Une magie bizarre, ça se fait surtout pas dans ce type de forteresse. Mais c'est quand même étonnant. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'effectivement, la théologie, on peut la mécaniser. On peut en mécaniser une partie. C'est-à-dire, ça, oui, ça c'est un haut-parleur. C'est-à-dire, je prends un micro et j'ai un haut-parleur. Si je ne sais pas parler, si j'ai une extinction de voix, si j'ai pas de voix, je peux toujours avoir un haut-parleur. Ça ne me servira à rien. C'est la béquille alors. Ça, c'est la béquille, oui. C'est la béquille des adeptes, je dirais. C'est la béquille des maîtres, de ceux qui vont loin dans le système de magie ou de théurgie. C'est un beau haut-parleur. Par contre, quelqu'un qui n'est pas de cette nature, qui va vouloir utiliser ces outils, comme ce sont des outils sophistiqués, il va se couper, il va se brûler avec ça. C'est pour ça qu'on peut en parler un peu. Parce que celui qui n'est pas prêt, bah, tant pis pour lui. Il va multiplier, on multiplie sa propre force. Mais si notre force est une force négative, on va y multiplier notre négatif, donc nos problèmes. Et boum. Donc c'est... Et comme tout haut-parleur, eh ben, il faut être avoir suffisamment de voix pour pouvoir s'en servir. Si vous avez 0, ça c'est un multipliant par 10, un multiplicateur par 10. 0 multiplié par 10 égale 0. Donc, pas de problème. D'autres questions sur l'octogone? Est-ce qu'on peut imaginer un octogone comme ça dans le centre d'une maison, par exemple, si on peut construire une maison et on met autour toutes les pièces qui vont, au lieu d'avoir une piscine, on met simplement des belles pièces comme ça, qui seraient ouvertes. Alors, dans le cadre, au milieu, pas forcément, enfin, tout dépend ce que vous voulez faire de votre maison, mais si Alors, vous on fait une voulez, maison, on dit rien à personne. si vous voulez dormir tranquillement dans la chambre à coucher qui est juste à côté, vous peut-être mieux pas avoir l'octogone, parce que ça va développer des énergies. Parce qu'il doit exister des maisons, je pense, au Maroc, où il y a effectivement des patios centrales et, Oui. et c'est très très beau. Donc sans savoir, sans que l'on sache, nous on sait parce qu'on y vit et on pratique, par exemple, on fait ça au milieu et Bon. Oui, et puis, bon, je préfère moi avoir un octogone au fond du jardin. ouais. Bon, parce que c'est une pièce spéciale pour ça et on peut faire ça dans un cabinet de thérapie, pourquoi pas, mais en faire la salle à manger ou la pièce principale de la maison, ça va développer des échos, des forces. C'est pas forcément bon de multiplier la force. On peut la multiplier dans le cadre d'une recherche spirituelle, mais pas la multiplier simplement comme ça. Mais c'est à chacun de ressentir, pour lui, ce qu'il peut faire, ou ce qu'il peut en faire. Autre question? Est-ce que, par Oui. exemple, est-ce qu'on peut faire venir des gens Alors, si c'est l'aspect cabinet de thérapie, oui. Vous pouvez même en faire un dojo, pourquoi pas, ou une salle de méditation octogonale. Bon, là, je suis tout à fait d'accord. Si c'est un oratoire de théurgie, vous avez le droit d'y rentrer, votre mari aussi, mais autrement que les gens qui sont de votre niveau, de votre qualité. Sinon, ça va créer des perturbations. Sinon, vous allez avoir une fuite de force. Si vous faites rentrer tout le monde là-dedans, ils vont prendre l'énergie qui est dedans.
Alors soit ça peut les choquer, soit ils vont vous vampiriser votre oratoire. C'est ce qui se passe avec les cathédrales. Notre-Dame de Paris, qui est un haut lieu énergétique puissant, mais il y a tellement de millions de visiteurs qui vont là-dedans, chacun pompe un petit peu d'énergie. Et donc, si on voulait pratiquer une théurgie dans une cathédrale, il faudrait d'abord fermer la cathédrale pendant une semaine, pour que plus personne n'y rentre, pour que les énergies s'y redéploient normalement, et après, faire notre opération. Il y a des enfants qui sont fermés. Oui, mais bon, il y a quand même... C'est le tourisme qui est mauvais, je dirais, pour la vibration d'une cathédrale. Parce que chacun y vient, non pas pour chercher une spiritualité, mais pour ramener des souvenirs, faire des photos, allumer une bougie parce qu'on a besoin que notre employeur il nous augmente, etc., etc. Donc ça, c'est des démarches qui sont purement matérialistes. Une cathédrale, ça devrait être réservé à l'Eucharistie, à la célébration des sacrements, des messes, et pas de tourisme. D'ailleurs, le cœur n'est pas accessible. Le cœur de la cathédrale. Oui, bon, encore heureuse, mais bon, c'est déjà beaucoup trop accessible au commun des mortels. C'est bon pour l'oratoire? Alors maintenant, on va commencer à voir quels sont les objets que nous allons y placer. Alors, on prend un tout petit peu d'avance sur le planning de cet après-midi. Ah, une dernière chose que je vais vous faire voir, et qui est très curieux. On prend un dôme de la fameuse mosquée. On prend notre octogone avec ses forces. Et nous allons essayer de faire coïncider les lignes. Voilà, à peu près comme ça. Voilà, c'est bon. Et on s'aperçoit, très curieusement, que ça s'imprime totalement. Donc ils avaient la technique du 36 d'une manière ou d'une autre, mais ils avaient tout ça. Il y a 1000 ans ou un petit peu plus, 1500 ans. Vous avez donc l'octogone central qui est rouge avec le petit dôme là au milieu. Vous avez les petits triangles, alors on les voit pas forcément dans les triangles orange, donc du feu. Vous avez les petits triangles qui sont dessinés derrière avec les arcs, et vous avez dans les pointes, donc jaunes et vertes, et bien les pointes de l'octogone architectural. Et dans les triangles bleus, et bien vous avez également les pointes, vous avez des triangles au niveau de l'architecture. Donc ça s'emboîte parfaitement. Vous avez eu des élèves architectes qui ont pu dire ce que c'était vraiment pour eux? Non, mais ça pourrait être très intéressant. Alors, notons aussi que ce dôme a été fait dans les années 1000, à 900, on disait tout à l'heure 900 et quelques là. Alors, il y a deux orientations possibles pour l'octogone. Voilà, ça a été démarré en 785. Après, alors nous voyons, si nous regardons simplement la structure architecturale, nous voyons qu'on a des arcs, dont le gothique, des arcs qui nous rappellent les constructions gothiques. Or, on est passé du roman au gothique à peu près dans l'année, certains pourront me le dire historiquement, mais dans les années 1000 en gros. Et ça a été construit légèrement avant. Donc il est fort possible qu'une partie des croisades ait été faite pour récupérer un certain nombre de connaissances ésotériques des musulmans et qui ont été ramenées pour être utilisées par la chrétienté. On n'ira pas plus loin aujourd'hui. Alors, donc maintenant, nous allons passer à l'aspect, aux outils que nous allons utiliser. Question? Non? Très bien. Alors bien sûr, l'idéal, ce serait de pouvoir louer la grande mosquée, enfin le dôme du Rocher à Jérusalem,
pendant quelques heures, là, un instant propice pour nous. Puis on y va tous et puis on fait notre rituel. Mais je crains que ce soit très mal vu des musulmans et qu'ils veuillent après nous découper en morceaux. Tu rentres en Abélas, tu rentres Alors la question que nous venons de poser, qu'on vient de nous poser, qui est très importante, l'orientation. Alors il y a deux écoles. Une école qui oriente un plat de l'octogone au nord, et une école qui va orienter une pointe au nord. À vous de faire un petit peu comme vous, je pense que vous le ressentez. Donc le dôme du rocher, lui, il y a un plat qui est orienté au nord, ce qui lui permet d'avoir une fenêtre au sud. Donc c'est peut-être plus pratique pour certaines manipulations. Maintenant, si on veut y placer les 36 nombres à l'intérieur, je pense qu'une pointe au nord est préférable. Donc je laisse ce choix un petit peu à votre discrétion. Est-ce qu'on a ce genre de construction en Chine? En Chine, je ne sais pas. Vous savez pas? Je ne sais pas. Les Chinois ont le loshu qui est à l'origine du 36, puisque le loshu c'est le carré du 9. Mais comment? Le lopan. Loshu, je sais pas. Le carré du 9 avec les 9 premiers nombres. Or, 4 x 9, 36. Donc le 36, c'est l'extension du 9 dans les 4 directions. Donc les Chinois ont certainement manipulé des choses analogues. Je pense que tous les peuples ont dû toucher à des choses très semblables. Quand on regarde une photo de la cité interdite du dessus, on voit que les gens ont des choses un peu similaires. Oui, donc il faudrait faire une recherche historique et on s'apercevra que... Il y a deux écoles. C'est pas la déviation, ça? C'est différent entre normalitique et normal. Non, parce qu'il y a que très peu il y a quelques degrés, il y a 5 degrés, je crois, de déviation. C'est la déviation. Mais là, c'est beaucoup plus, parce que quand on dévie de 45 par 2, on dévie de 22 degrés. Parce qu'il y a un nord magnétique et un nord vrai. Oui, le nord utilisable en... de 8 degrés. Ouais. Mais là, c'est 22 degrés d'écart entre les deux positions. Donc c'est plus. Dans cette chapelle de Cordoue, Faut regarder, mais très souvent, c'est orienté un plat de l'octogone au nord, de manière à pouvoir avoir une ouverture au sud facile. C'est ça le problème, c'est qu'il va nous falloir travailler de certaines manières. Oui, autre question? C'est, je pense qu'on a quelques centres des Chinois travaillent sur le carré. Le carré, notre notion de terre, tout ce qui dombe, c'est la notion du ciel. Avec le monde de l'homme de terre, ça forme l'octogone, oui. Oui, tout à fait. Vous avez dans le Yiking, vous avez les hexagrammes, les 64 hexagrammes. Alors 64, c'est 8 x 8. Et on peut retrouver le 64 dans nos petits dessins, dans nos anneaux. Ça, je vous laisse travailler ça. Et surtout dans les pakwa, je crois, Feng Shui, qui sont sous forme d'octogone. Donc oui, tout à fait, je me rappelle plus, mais... Quand on regardait les portes en énergie, si vous donnez une porte ici et une derrière, l'énergie, elle traverse la pièce et elle ne s'installe pas, parce qu'elle rentre, elle sort illico, donc elle ne s'installe pas dans la pièce. Donc l'octogone fait partie du patrimoine spirituel de l'humanité. Très dans C'est des points de détail. Dans l'architecture, on a plus tendance à voir l'école comme le dôme de Jérusalem. Bon. Maintenant, dans certains travaux, je dirais plus aigus, on aurait plus tendance à avoir la pointe. Je préfère ne pas trancher pour vous laisser le choix parce que il y a plusieurs façons de s'y prendre. Donc il y en a un qui va ressentir une chose, un autre une autre. Alors, petite chose aussi à vous noter. Donc le dôme du rocher là à Jérusalem, il réunit quelque part trois religions, trois grands courants religieux sous forme d'un octogone. Bon. Il serait très mauvais sur le plan des égrégores et des équilibres égrégoriques que ce dôme du rocher saute, qu'il y ait un kamikaze qui aille le faire sauter. Parce que ça pourrait, sur le plan égrégorique,
être le début d'un basculement d'un équilibre. Alors, une question, oui. Il faut simplement dire qu'en Italie, il y a, je crois que c'était en 1200, il y a le roi Frédéric II qui a fait construire aussi un octobre, comme on l'a vu ici, mais sur chaque pointe, il y avait une autre octobre petit. Oui. Oui, j'ai déjà vu des chapelles ou des plans un petit peu de cette nature. Et là, c'était la face, et aussi des nord, c'était pas loin. Souvent dans l'architecture, on a une face au nord. Je pense que c'est comme on voulait faire rentrer, par exemple, à l'équinoxe, la lumière du soleil ou un certain nombre de choses. C'était plus facile avec une face au nord. Par contre, si votre octogone a un toit transparent, vous aurez plus de facilité à y faire entrer la lumière, sans besoin de l'orienter. Mais de toute façon, il faut l'orienter nord-sud, soit une pointe, soit un plat. Mais il doit être orienté selon le magnétisme terrestre. Je pense qu'il y en a un qui sera plus offensif, celui qui a la pointe au nord, et un autre qui sera plus, un peu plus religieux, celui qui a le plat au nord. Donc c'est pour ça que dans beaucoup de constructions, de chapelles et autres, on a un plat au nord, parce que c'est un lieu qui va être visité par des fidèles. Donc un lieu plus ouvert au public. Oui. C'est un peu concave et convexe. La pointe, c'est plus. Oui, on peut avoir, tout à fait. La pointe, c'est plus convexe, et le creux et le plat concave. À travailler, en fait, l'obtention d'un rituel évocatif ou d'un système, d'une machine d'évocation, il y a des règles. C'est comme la construction. Vous avez des règles d'architecture. Et avec ces règles, c'est à vous de jouer. C'est comme un bon cuisinier. Un bon cuisinier, il apprend la recette par cœur au début. Et puis une fois qu'il connaît bien sa recette, un jour il a envie de mettre un peu plus de sel, un autre jour un peu plus d'épices, et il va faire une très bonne cuisine. Mais parce qu'il va pas suivre à la lettre le mode d'emploi. Il va avoir compris, intégré cette connaissance, et après il va l'utiliser. Alors maintenant, nous allons passer au miroir des évocations. Miroir des évocations, donc ça fait partie des outils. Alors nous allons développer quelques outils durant cette opération, et le miroir, c'est l'outil le plus important. Déjà, notre octogone, c'est un miroir, puisque le carré se reflète dans le carré. Mais pour amplifier cette loi de miroir, non plus sous la forme d'une architecture, mais sous l'aspect de l'énergie qui va se manifester, on va utiliser le miroir. Alors, le rôle du miroir va être quadruple. D'abord, le miroir va amorcer la densification spirituelle. En ce sens que la manifestation va avoir lieu d'abord dans le miroir. Alors vous avez des évocations qui s'arrêtent là, c'est-à-dire que vous avez apparition des visions au miroir, et puis il n'y a pas suffisamment de puissance énergétique pour après avoir l'apparition à l'extérieur du miroir. Donc le miroir, c'est une espèce de télévision, c'est la fameuse boule de cristal des voyantes, mais vue d'une manière beaucoup plus technique et beaucoup plus puissante. Oui. Je sais que lors d'une manifestation, l'esprit question, il n'avait pas conscience de la troisième dimension. Il a dit seulement, il connaissait seulement la double dimension. L'esprit il connaît plutôt la quatrième dimension, et nous ne sommes que dans la troisième. C'est l'inverse. Nous n'avons que 3 dimensions. Je crois c'est quoi? C'est la largeur, la longueur et la profondeur. Donc on a 3 dimensions. Et lui, il est dans la quatrième. Et il doit s'amenuiser, il doit se mortifier pour venir dans notre dimension à nous. Et comme alors il peut, c'est selon notre capacité, nous, à le voir, en fait. Donc, amorcer la densification spirituelle. Donc le miroir sert de multiplicateur. Deuxième rôle du miroir, c'est alléger la fatigue oculaire de l'opérateur. Parce que, comme je viens de le dire, on peut très bien avoir une évocation qui ne se passe que au miroir. C'est déjà très bien.
Et ça va permettre à l'opérateur d'être moins fatigué. Parce que si l'opérateur doit fixer ou doit tenter de voir, c'est comme si, attendez, excusez-moi, c'est comme si par exemple on voulait projeter une image sans l'écran. Alors on tire l'écran et on va projeter cette image sur le mur. Vous allez moins bien la voir, donc vous aurez plus de fatigue oculaire pour l'apercevoir que si on a un écran blanc derrière. Donc c'est le rôle du miroir, c'est de servir aussi d'écran assez opaque, assez grisâtre, de manière à ce que on n'ait pas une fatigue parce que la manifestation est à moitié transparente. C'est une espèce de révélateur, voilà, comme en photo. Le miroir est également un symbole particulier. Alors là, je vais vous poser la question. Le miroir, il est rond. Qu'est-ce qu'il va symboliser, d'après vous? Comment? Le soleil, oui. Il va surtout symboliser ça, votre miroir. C'est-à-dire, ça, ce sont les anneaux. Ça, c'est le miroir de Dieu. Donc notre miroir va être également le symbole de la sphère de notre planète et des anneaux qui sont à l'intérieur. Donc le miroir, c'est un résumé de notre univers. Alors ne peignez pas l'extérieur du miroir en rouge, puis jaune, puis vert, puis jaune, etc. Parce que là, vous ne verrez plus rien, vous allez avoir un problème. Okay ? Mais c'est ça, dedans le miroir, vous avez virtuellement tous les anneaux. Il doit être rond. Il est rond. Avec quel diamètre? Alors on va voir les diamètres, on va voir les détails. Là on voit à quoi il sert. Il faut qu'il soit assez grand quand même. Nous allons également travailler pour une évocation avec les énergies magnétiques lunaires. Et le miroir va servir en fait à densifier ce magnétisme, à densifier cette présence de manière à ce que l'esprit évoqué puisse utiliser cette énergie disponible pour se manifester. Parce que lui, il vient d'une sphère spirituelle. Il n'amène pas avec lui d'énergie matérielle. Donc nous, on lui fournit une espèce de nourriture à sa disposition de manière à ce que lui puisse puiser dans ce réservoir d'énergie, puisse modeler cette énergie de manière à nous apparaître avec un visage, avec une forme. Parce que si on a une apparition, si la force apparaît telle qu'elle l'est aujourd'hui, elle va sans doute nous apparaître sous la forme d'un soleil. Et nous, on va dire, mais qui est-ce? Je ne vois pas son visage. Bon. Donc, pour se faire reconnaître à nous, ou pour nous faire voir que c'est un ancien être humain, elle va prendre un corps physique, disponible par l'énergie qui sera multipliée dans l'oratoire. Donc, pour faire un phénomène d'évocation, l'énergie, soit ça va venir d'un animal qui va être sacrifié, et le petit ectoplasme de l'animal va servir de support pendant quelques instants à la manifestation. Ça, c'est bon pour les évocations noires, nécromantiques, d'âmes noires, etc. Soit elle va vampiriser le médium, c'est-à-dire l'opérateur, vous, soit, pour se manifester, soit soit vous allez lui donner une énergie à disposition qu'elle va pouvoir modeler. Mais de toute façon, l'énergie, il faut la trouver quelque part. Donc le problème de l'entité qui veut venir se manifester à vous, c'est qu'elle va pomper l'énergie à un endroit ou à un autre. Donc, on va amplifier, on va multiplier les énergies magnétiques de la Lune. Le miroir sera donc une seconde Lune qui va permettre à l'évocateur de baigner le lieu d'un magnétisme puissant. Alors pourquoi on ne prend pas directement le Soleil? On verra, je crois, un petit peu après. Le Soleil est trop, je dirais, à une lumière trop vive, à une lumière trop éclatante. Nous, on veut arriver à faire apparaître une sorte de fantôme. Donc, il nous faut des conditions de pénombre, il nous faut des conditions de visualisation. C'est pour ça que les évocations se conduisent en général la nuit.
Donc le soleil ne peut pas servir. Le soleil se reflète dans la lune et la lune se reflète dans votre miroir. Donc on a une descente vibratoire des énergies, encore une fois, comme on a vu avec nos fameuses sphères, hein, avec nos anneaux, rouge, et puis etc. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Donc on va avoir une descente de ces énergies jusqu'à un phénomène relativement concret. Oui. Selon les expériences qui ont été faites, je pense qu'on n'est pas arrivé dans l'alimentation, s'il y a eu des gens qui ont évoqué un chiffre, je ne sais pas, Oui. Est-ce que c'est le même personnage, est-ce que c'est la même forme qui parle? Ou bien c'est par rapport à la personne selon ses conceptions? C'est souvent par rapport aux conceptions de la personne, surtout un nombre, parce qu'un nombre n'est pas humain. C'est un ange, quelque part. C'est un être, c'est une arche au-delà du phénomène humain. Donc lui, il aura du mal à prendre forme humaine pour apparaître. Sa forme naturelle, c'est une sphère, c'est un soleil, c'est une bulle rayonnante. Nous, quand on sera décédé, on sera surtout, je pense, sous la forme d'une sphère, peut-être avec un cône dedans, ou selon notre évolution, mais on sera sphérique. On n'aura plus de bras et de jambes. Donc un nombre, quand il va apparaître, il peut apparaître sous forme symbolique, ou si moi je veux le voir sous forme physique, il va prendre une forme dans mon mental, et il peut essayer de m'apparaître selon mon désir. Donc moi je vais voir un chevalier avec une armure, un autre il va voir une belle princesse, et puis etc. Donc on n'aura pas de nomenclature, parce que ça va passer par notre désir d'y mettre une forme. Et on peut se faire piéger par notre propre désir d'avoir une forme. Donc le sage, quand il va évoquer un nombre, ne va pas chercher un être humain. Donc ça semble logique que ça apparaisse comme un soleil. Autre question? Non. Donc le miroir va servir à multiplier le magnétisme et à aider l'esprit à se manifester plus concrètement, au maximum de ce qu'il est possible. Alors, structure et forme du miroir maintenant. Notre miroir donc sera de cette forme. C'est un disque d'étain ou d'argent, donc du métal, étain ou argent. L'argent, ça risque d'être beaucoup plus cher, donc le disque en étain fonctionne très bien, d'un diamètre d'à peu près 40 cm. Donc ça, c'est le cœur du miroir. Donc sur le schéma, l'aspect gris à l'intérieur fera une quarantaine de centimètres de diamètre. Alors pour les férus de... Oui. C'est une forme particulière. Là, on parle simplement du disque en étain. Pour les férus on va dire de magie, mais qui veulent aller un petit peu plus loin, il est possible de couler cette plaque d'étain sous une lune particulière de manière à y fixer un élémental. Avant de couler, vous faites fondre votre étain dans une grosse gamelle sur le feu. Alors attention, l'étain fond à 400 degrés, donc si vous y mettez les doigts, vous ressortez l'os. Donc vous faites fondre votre étain. Il va vous en falloir quand même plusieurs kilos pour arriver à faire un disque de 40 cm. Il faut qu'il y ait une petite épaisseur quand même. Vous préparez un moule, une grosse casserole. Et puis, selon certaines phases de la lune, selon certaines invocations, prières que vous pouvez rajouter, dehors dans le jardin, alors que la lune est brillante et qu'elle tombe directement sur votre opération, et bien vous allez, tout en scandant ou tout en chantant certaines choses, verser votre métal en fusion dans ce moule. Ensuite, l'étain va progressivement se refroidir, et pendant le refroidissement, vous allez continuer à psalmodier, à marmonner vos incantations magiques. Il y a d'autres matières que l'étain. L'argent. C'est les principaux, parce que l'étain fond à 400 degrés, donc on peut le manipuler, on peut le bricoler,
Par contre, l'argent, il faut passer par un bijoutier. Là, On ne peut pas utiliser une peinture ça va coûter plus cher. Ah non. Donc il faut une plaque. Il faut une plaque. Alors là, c'est le meilleur miroir. Ce qu'il est possible de faire, c'est de prendre une plaque d'étain. Parce que ce qui compte, c'est la matière aussi. L'argent, c'est de nature lunaire. L'étain, c'est de nature Jupiter. Et c'est deux métaux qui sont assez proches. L'idéal, ce serait d'avoir un miroir en argent, massif. Bon, ça va coûter un certain prix. C'est pour ça qu'on s'est rabattu plutôt sur l'étain, qui fonctionne très bien. Alors, prendre un contreplaqué et le peindre avec une peinture argentée, c'est complètement nul. Papier d'aluminium, oui, un peu. Voilà. Ah, c'est beaucoup mieux de mettre du papier d'aluminium sur un morceau de carton. Et là, on n'est plus tout à fait dans la tradition. Par contre, ce que vous pouvez faire c'est acheter une feuille d'étain chez Weber Métaux à Paris, rue du Roi de Sicile ou dans la région, c'est pas loin du métro, je crois que c'est métro Fille du Calvaire ou métro République. Vous achetez une feuille d'étain, l'étain est assez souple, et vous pouvez à ce moment-là mettre un cadre en bois derrière, un cadre légèrement concave, parce qu'on va voir que notre étain doit avoir une forme concave quand même. Et puis vous faites donc, et puis vous plaquez votre feuille d'étain. Ça vous évite de le fondre dans une casserole à la pleine lune. Alors donc le métal, le miroir, doit être légèrement concave, donc en creux, comme un creuset. La face qui nous regarde est concave, creusée. C'est l'inverse du miroir sorcier dont nous avons parlé hier, qui consiste, lui, à éclater les énergies, donc il est convexe, bombé, alors que là, ce qu'on veut, c'est concentrer les énergies, conserver les énergies dans notre miroir. Donc il est en creux. Alors, vous allez placer autour, dans le meilleur des cas, un cadre en bois, comme il est dessiné sur le schéma. Donc, nous avons un tau, donc une croix, en forme de tau, en forme de T, surmonté par le cercle. La croix égyptienne, hein, c'est la croix égyptienne. Ça va avoir une forme qui permettra d'être plus radiante, de mieux capter les énergies. C'est une ancienne forme qu'on retrouve également en Égypte, dans le 36, sur les faces de la pyramide, etc. Alors, il y a une explication particulière. Oui, il y a une explication particulière, il faut la chercher soi-même. Et là, aussi la dimension. Alors, les dimensions, j'ai donné des dimensions approximatives. L'ensemble, 1m70 de hauteur. Votre taille, à peu près. Nous oui, c'est Oui, ça sera un peu juste. 1m80. Et 60 cm de largeur. Je parle de la dimension du cadre en bois qu'il y a autour. Parce que votre miroir va être placé, par exemple, ici, voilà, sur le mur. Et vous allez faire votre évocation de l'autre côté. Donc vous n'aurez pas le nez sur votre miroir. Donc il faut que le miroir soit suffisamment grand pour que des choses puissent s'y manifester. Pour que vous puissiez voir. C'est comme un grand écran de télévision. Il est posé ou il est accroché? Il est posé sur son pied. Ça c'est le pied. Donc c'est un socle. Alors certains vont l'accrocher au mur, pourquoi pas, mais on va voir que il vaut mieux qu'il soit sur un pied parce qu'on va avoir besoin de l'orienter. Alors le cadre en bois, il est préférable d'avoir des rondins, du rond pour ce cadre. Et pas de métal, hein. Le cadre il est en bois. Le miroir doit être isolé. Le bois fait un isolant par rapport au métal. Par exemple, le chêne c'est bien, mais bon, La partie blanche, elle est respectée après les peintres. La partie blanche, c'est parce qu'on va avoir besoin d'orienter notre miroir. Parce que ce qu'on va vouloir dans notre évocation, il faut qu'on puisse refléter la lumière de la lune dans le miroir. Or, la lune va bouger
durant notre travail. Donc on va avoir besoin d'orienter légèrement notre miroir. Donc il faut tout ça. Il faut en plus trouver une astuce pour que le miroir puisse être légèrement mobile. Donc légèrement mobile, ça veut dire qu'il puisse tourner. On a un papier. Qu'il puisse tourner comme ça, avec son cadre en bois. Et l'idéal, c'est qu'il puisse s'incliner comme ça. Donc que le miroir soit mobile. Alors il faut trouver des astuces. Et le taux, il est nécessaire. Alors le taux, c'est préférable. Un taux fixe. Là. Le taux est préférable. Mais ce qu'il faut surtout, c'est le disque en éteint. Et qu'on puisse l'orienter. Alors on bricole un peu comme on veut. Je vais vous faire voir un bricolage qui a été fait. Ça vous donne une petite idée. Alors le pied, il est pratique que le pied se termine par 3 petites pattes, comme un tabouret, de manière à ce que votre miroir tienne debout. Donc vous aurez, par exemple, 3 petites pattes sur votre miroir, un trépied. Donc voilà, c'est le taux surmonté de la sphère. Alors, entre les travaux, il est bon de recouvrir le miroir avec une peau animale. Alors, il y en a qui aiment bien de recouvrir un miroir avec une peau de cerf, puisque c'est un animal qui est relativement médiumnique, relativement lunaire. Donc, on met une peau de cerf par-dessus. J'ai vu une voiture. Quand tu le sais, c'est encore mieux, mais ça, c'est du chamanisme. On va venir voler, moi j'aurais dit. Vous avez de très bons tanneurs. Vous allez chez un tanneur, vous achetez une peau de cerf et puis vous le mettez par-dessus. Parce que si vous devez tuer le cerf, je mets la tête dans la corde, retirer la peau, tanner la peau, vous n'avez pas forcément le matériel nécessaire. Je vais les aller tout à l'heure. Comment ça? Sur les pages oui, jaunes. c'est ça. Voilà. Tout à fait, les pages jaunes. Mouton, lapin. Non, Un vison pour les dames. Un Vous vison. recouvrez avec un vison. Non, ça fait 2 utilités. Comme ça, vous demandez un vison à votre mari Ouais. et vous vous en servez pour recouvrir le miroir et pour porter. Non, mais Brigitte Bardot n'est pas d'accord. Brigitte Bardot n'est pas d'accord. Donc, vous risquez d'avoir des problèmes. Pas de théorie. Alors, je sais pas si on va voir. Voilà un exemple de pied de miroir. C'est l'oratoire, ça, derrière? On a la main. C'est l'oratoire vaillant. Comment? Absolument. C'est la salle à manger. Ouais, c'est très joli chez moi, vous voyez. Bon, là, il y avait un petit peu de sueur parce que je venais de finir le taux, mais c'est la salle à manger, vous avez la table, la commode derrière, avec quelques outils. Le pied est pas inclinable. Le pied n'est pas inclinable, non, mais c'est pas le pied qui va être inclinable. Alors là, je vais juste arrêter le CD et puis remettre un autre.